sur Public Sénat avec nos confrères de France 3 Provence-Alpes. Bonjour à tous. La Commission des Affaires sociales du Sénat a auditionné cette semaine Marisol Touraine. La ministre des Affaires sociales et de la Santé a été entendue à propos de deux thèmes. D'abord sur la réforme des retraites, qui a d'ailleurs été adoptée de justesse par l'Assemblée nationale mardi dernier. Réforme qui prévoit un allongement progressif de la durée de cotisation pour atteindre 43 annuités pour la génération de 1973. Puis Michel Delaunay et Dominique Bertinotti ont rejoint Marisol Touraine. Les ministres délégués sont arrivés afin d'être auditionnés sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Mais d'abord, place aux retraites et retour à cette audition qui s'est déroulée en salle Clémenceau mercredi. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs sénateurs, je vais aller assez vite dans ma présentation du projet de loi retraite, et je m'excuse par avance, les micros sont très bienvenus, je n'ai plus beaucoup de voix, mais j'espère que tout ira bien. Je vais essayer d'aller assez vite dans la présentation initiale. Ce texte a été débattu dans la presse, je ne parle évidemment pas de l'Assemblée nationale, dans la presse, et donc ces grandes articulations, ces grandes orientations sont connues. En revanche, vous pouvez souhaiter avoir des réactions ou des points de précision sur tel ou tel aspect que je n'identifierai pas nécessairement comme prioritaire à vos yeux. Pour commencer, je voudrais dire que ce projet de loi répond à un triple défi. Le défi financier, bien sûr, puisque le déficit prévisionnel en 2020 est de 20 milliards d'euros, tout régime confondu, y compris régime complémentaire, de 7,5 milliards pour le régime général. Deuxième enjeu auquel il nous faut répondre, c'est un enjeu démographique temporaire, ciblé, identifié. À l'évidence, nous devons faire face au vieillissement de la population, d'une population plus nombreuse, puisque c'est celle du baby-boom. Mais dans le même temps, je veux souligner que cette démarche démographique, ou ce critère démographique, doit aussi être appréhendé de façon positive, car contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, la vitalité démographique que nous connaissons nous permet de stabiliser la situation à partir de 2035, ce qui ne veut pas dire que la situation devienne facile ou simple nécessairement, mais cela veut dire que la dégradation des comptes est très marquée jusqu'en 2035, et à partir de 2035, elle se stabilise. Le troisième enjeu de ce texte de loi, c'est de répondre à des injustices qui existent, qui se sont constituées au fil des années et qui sont pour nous insupportables. Le fait que les pensions des femmes soient largement inférieures à celles des hommes et que le système de retraite vienne aggraver les inégalités issus des carrières professionnelles, le fait, injustice concernant ceux qui ont commencé à travailler très jeunes et qui ne sont pas suffisamment reconnus, injustice d'imposer à ceux qui ont travaillé dans des conditions pénibles de partir dans les mêmes conditions et complexité de l'entrée dans la vie active. C'est pour cela que nous avons fait le choix d'une réforme qui est une réforme de progrès, et le progrès, c'est d'abord de garantir le financement dans la durée de nos régimes. Ne pas s'atteler au financement des régimes de retraite, c'est prendre le risque d'ouvrir la porte à des mécanismes de privatisation qui sont toujours tentants pour certains et ce que le gouvernement refuse. L'effort financier à réaliser est important, je l'ai dit, il est néanmoins à notre portée. Et il se traduit par des mesures qui s'inscrivent en deux temps. Pourquoi en deux temps? Parce que nous avons considéré qu'il ne fallait pas perturber les plans de départ à la retraite de ceux qui s'apprêtent à quitter la vie professionnelle et qu'il faut, on sait que les gens établissent
des projets de départ quelques années avant la date prévue, et donc nous n'avons pas voulu interférer avec cela. C'est pour cela qu'il y a une politique en 2 temps, avec des mesures qui visent à consolider le financement d'ici 2020 et une mesure d'allongement de la durée de cotisation progressive à partir de 2020, d'un trimestre tous les 3 ans, inscrit dans la loi, et qui aboutira à 43 annuités de cotisation en 2035. D'ici 2020, vous le savez, nous avons fait le choix de l'augmentation des cotisations patronales et salariales progressives jusqu'en 2017 et une mise à contribution des retraités par un report de la revalorisation des retraites du 1er avril au 1er octobre 2014, ce qui est un effort réel mais ponctuel et qui n'aura lieu qu'une fois, et par ailleurs la fiscalisation des majorations versées aux retraités parents de 3 enfants et plus. Sur ce point, je ne doute pas que nous aurons des discussions, ou sur ces points, je ne doute pas que nous aurons des discussions. Je veux insister sur 2 principes qui nous ont guidés. Le premier, c'est celui d'une mise à contribution de l'ensemble des catégories de notre société, parce que pour nous, la retraite est au cœur du pacte social. C'est au cœur du pacte républicain, et sauver l'avenir de nos retraites, ça doit mobiliser l'ensemble de la société. C'est pour cela que nous demandons aux retraités une contribution, alors même qu'ils sont déjà partis en retraite, parce que cela fait partie de la solidarité intergénérationnelle. Et puis, le deuxième principe qui nous a guidés, c'est que chacun apporte sa contribution, quel que soit le régime auquel il appartient ou dont il relève. Et je veux indiquer que tous les régimes, publics comme privés, régimes spéciaux comme régime général, sont concernés par les mesures que je viens d'indiquer, aussi bien les mesures de contribution financière que d'allongement de la durée de cotisation. Le réforme de progrès, disais-je, dans la mesure d'abord où il s'agit de garantir le financement et donc l'avenir de nos régimes de retraite. Réforme de progrès ensuite, car cette réforme crée des droits nouveaux et permet de répondre à des injustices qui se sont constituées. Le point central de la réforme, vous le savez, c'est la mise en place d'un compte pénibilité, d'un compte de prévention de la pénibilité. L'enjeu, c'est quoi? C'est au fond de dire qu'à partir du moment où nous vivons plus longtemps, on peut accepter de travailler un peu plus longtemps, mais que nous ne pouvons pas tous être sollicités de la même manière, car nous n'avons pas tous les mêmes conditions de vie et les mêmes conditions de travail. Et l'un des facteurs de différenciation des carrières professionnelles, c'est évidemment la question de la pénibilité, donc la mise en place d'un compte de prévention à compter du 1er janvier 2015, l'année 2014 étant consacrée à la préparation de ce compte, à la mise en place des procédures, ce qui demande évidemment du temps. 10 facteurs de pénibilité ont été définis par la voie de la négociation entre les partenaires sociaux. Ils ont fait l'objet d'un accord en 2008, ils sont inscrits dans la loi. Et c'est donc ces critères-là qui serviront de référence. L'exposition à ces facteurs ou à ces situations de pénibilité donnera lieu à l'acquisition de points. Ces points seront convertibles en période de formation, en période de travail à temps partiel payé, rémunéré à temps complet, ou en retraite anticipée. Le deuxième sujet qui est présent dans cette loi, c'est la question des femmes. Évidemment, on ne peut pas, au niveau de la retraite, corriger l'ensemble des inégalités accumulées pendant une carrière professionnelle. Néanmoins, nous avons eu la volonté de ne pas les entretenir ou de ne pas les amplifier. C'est ainsi qu'un certain nombre de mesures sont prises. Je veux signaler en particulier le fait que désormais seront prises en compte pour la retraite l'ensemble des périodes d'interruption au titre de congé de maternité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, aussi incroyable cela puisse-t-il paraître. Et puis,
Le deuxième facteur important, c'est une meilleure prise en compte du travail à temps partiel. Or, les femmes sont celles qui, à 80%, occupent les emplois à temps partiel. Et à partir donc de l'année prochaine, il faudra avoir 150 heures travaillées par trimestre pour pouvoir valider, enfin, heures SMIC, pour valider un trimestre, contre 200 heures aujourd'hui, ce qui concrètement veut dire qu'une personne, une femme, par exemple, qui travaille 12 heures par semaine, qui aujourd'hui ne peut pas, en travaillant 12 heures par semaine, valider un trimestre, le pourra avec cette réforme. Troisième prise en compte, troisième injustice à laquelle nous répondons, c'est la situation des jeunes qui sont confrontés à une entrée dans la vie active plus difficile, plus chaotique, plus heurtée. Nous prenons donc un certain nombre de mesures. D'abord, la prise en compte de l'ensemble des périodes d'apprentissage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un cycle d'apprentissage dans sa globalité, ça concerne environ 400 000 personnes. Donc, en ce moment, à l'heure à laquelle nous parlons, si j'ose dire, il y a 400 000 jeunes qui sont dans une situation d'apprentissage sous une forme ou sous une autre et dont l'ensemble des périodes ne sont pas validées, elles le seront. D'autre part, nous avons mis en place un dispositif de soutien au rachat de trimestres correspondant à des études post-bac avec une aide significative de l'État. Par ailleurs, nous avons, dans le cadre du débat à l'Assemblée nationale, permis une meilleure prise en compte des stages, puisqu'il sera possible désormais de valider un trimestre de stage en contrepartie d'une contribution de 12,50 € par mois pendant 2 ans, ou de 25 € pendant 1 an, ce qui est significatif. Quatrième injustice à laquelle nous répondons dans ce texte, c'est celle des petites pensions, avec le relèvement du seuil de versement du minimum contributif, avec la prise en compte de l'ensemble des périodes de formation professionnelle pour atténuer les carrières précaires ou heurtées, et puis des mesures en direction des agriculteurs. Je terminerai en indiquant que nous avons aussi souhaité que ce texte mette en place un dispositif qui soit stabilisé dans la durée, plus simple et plus lisible. Stabilisé dans la durée, cela se traduit par l'instauration d'un système de pilotage qui sera réalisé par un comité de suivi qui sera chargé de faire des recommandations en cas de dérapage, soit financier, soit social, de nos régimes de retraite, financier si les déficits se creusent, par exemple, social, si on s'aperçoit que la retraite des femmes évolue de manière défavorable par rapport à celle des hommes, contrairement à ce que nous souhaitons. Je prends ces points à titre d'exemple. Comité de pilotage qui donc fera des recommandations au gouvernement, qui seront rendues publiques, mais le gouvernement gardera la maîtrise des décisions qu'il prendra pour faire face aux situations identifiées. Volonté de simplifier le système, puisque nous allons créer un compte retraite unique qui sera accessible en ligne pour chaque Français, qui permettra au moment de la liquidation de demander sa pension avec une déclaration pré-remplie et qui permettra après la liquidation un paiement simplifié. Voilà, comme vous le savez, donc ça a été dit par Annie David tout à l'heure, votre présidente, le texte a été voté hier en première lecture à l'Assemblée nationale. L'examen doit commencer ici en séance publique le 28 octobre et c'est là un débat dont je ne doute pas qu'il va mobiliser les uns et les autres, mais c'est évidemment un débat important pour notre pays, pour l'avenir de notre système social. Merci Madame la Ministre pour cette présentation finalement complète de cette réforme. Je vais donner tout de suite la parole à nos deux rapporteurs, donc Christiane de Montes pour la Commission des Affaires sociales. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Si vous le permettez, je ne reviendrai pas sur le fond de cette réforme, mais au fur et à mesure des auditions que nous avons pu faire, tant
au sein de la Commission des affaires sociales qu'en tant que rapporteur sur ce projet de loi, un certain nombre de points un petit peu plus précis ont attiré mon attention et je souhaitais vous interroger, Madame la Ministre, sur ces points. Premier point, je ne les donne pas forcément dans l'ordre des articles du projet de loi, vous m'en excuserez. Premier point qui concerne l'Agirc-Arrco et l'Ircantec, puisqu'il y a eu à l'Assemblée nationale un article 33 bis dans le texte qui a été voté à l'Assemblée nationale et qui modifie de manière substantielle la situation, puisque je développe très rapidement. Aujourd'hui, c'est le statut de l'établissement qui prévaut pour la prise en charge des cotisations retraite. Aujourd'hui, les établissements privés, les entreprises privées, c'est l'Agirc-Arrco pour les retraites complémentaires. Pour les établissements publics ou assimilés, c'est l'Ircantec. Le texte tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale change la méthode puisque c'est le statut du contrat de travail qui décidera de l'affiliation à l'Agirc-Arrco ou à l'Ircantec. Je précise, dans les établissements publics ou dans la fonction publique, il y a bien évidemment des fonctionnaires, mais il y a aussi des contractuels qui sont en CDI ou en CDD, qui peuvent être de droit public ou de droit privé. Ceux qui sont de droit public, pour l'instant, tout le monde est à l'Ircantec. Ceux qui sont de droit les contrats de droit public restent à l'Ircantec. Les contrats de droit privé seront basculés sur l'Agirc-Arrco. Donc, je veux savoir ce que vous en pensez, Madame la Ministre. Et en plus, on sait qu'il y en a des contractuels aujourd'hui qui enchaînent les CDD. Donc, que va-t-il advenir de ceux qui sont en CDD de droit privé et qui vont avoir un contrat renouvelé à la fin du CDD, toujours en droit privé? Est-ce que pour les CDD actuels, ils resteront à Ircantec et pour les suivants, ils deviendront à Agirc-Arrco? Voilà, je voudrais des précisions sur cette question-là. Deuxième type de question, vous voyez, elles sont un peu techniques, mais je pense que c'est important que vous puissiez nous répondre. Deuxième type de question concernant la majorité de durée d'assurance pour les aidants Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, excusez-moi, je commence à fatiguer moi aussi, Madame la Ministre. La majoration de la durée d'assurance pour les aidants. Aujourd'hui, il y a une majoration qui est prévue et qui donne droit à des trimestres, je ne rentre pas dans le détail, pour les personnes qui accompagnent un adulte handicapé. Qu'en sera-t-il du cumul éventuel de cette majoration pour durée d'assurance et surtout dans la validation des trimestres pour quelqu'un qui aurait accompagné, malheureusement ça peut être le cas, un enfant handicapé puis un adulte handicapé? Est-ce qu'il y a cumul ou pas de cette validation pour trimestre permettant d'être compté dans le système de retraite. Troisième question, vous l'avez évoqué, Madame la Ministre, sur la contribution des retraités à l'effort. Vous avez dit que les petites pensions seraient exemptées du passage du 1er avril au 1er octobre, du passage de la revalorisation du 1er avril au 1er octobre. À quel niveau situez-vous précisément les petites pensions? Voilà. Est-ce que c'est le minimum vieillesse? Est-ce que c'est le seuil de pauvreté? Je voudrais que vous puissiez nous donner des précisions. Et enfin, dernière question qui concerne le système d'information des futurs retraités.
tout le monde est d'accord pour dire que le GIP Info Retraite a fait un bon travail. Alors, quand on dit le GIP Info Retraite, je reviens sur ce que disait le directeur et le président de la CNAF ce matin. Le GIP Info Retraite, c'est une petite structure, mais derrière, il y a un back-office, et c'est essentiellement la CNAV et la GIRCARCO qui ont travaillé et qui ont, permettez-moi l'expression, embarqué tous les autres régimes pour donner leurs informations. Donc, le travail a été fait. On voit bien que le nouveau GIP UISR marque une étape supplémentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il est envisagé que le passage de l'un à l'autre se fasse, dans quel délai? Parce que, bien évidemment, j'imagine que vous n'allez pas demander à l'UISR, au nouveau GIP, de refaire le travail du GIP Info Retraite, ça serait tout à fait dommage, mais je sais bien que ça ne sera pas le cas. Mais comment les choses vont s'articuler, dans quel délai? Je pense que c'est important aussi que les assurés, enfin les salariés, les futurs retraités puissent n'avoir pas de rupture dans la chaîne d'information qu'ils ont aujourd'hui et qui a permis d'ailleurs que tout le monde à un moment, à partir de 35 ans, se pose la question de sa retraite. Donc voilà les 4 questions un peu précises que je voulais vous poser, Madame la Ministre. Merci. Est-ce que je donne la parole tout de suite à Madame la rapporteure également pour la délégation aux droits des femmes? Merci, Laurence. Merci Annie, merci Madame la Ministre, chers collègues. Moi aussi, je nous ferai grâce des propos généraux sur la réforme, d'autant que je ferai moyen que Madame la Ministre, et je voudrais aborder dans l'optique droits des femmes et retraite des femmes une série de sujets un peu techniques. Alors, le premier concerne la question des droits familiaux, et en particulier celle de la majoration de 10% des pensions pour les familles ayant élevé 3 enfants. Ce qui a été retenu dans le projet de loi, c'est un rapport dans les 6 mois qui suivent, je crois que c'est la promulgation de la loi maintenant, après le passage à l'Assemblée, et j'ai lu dans les travaux complémentaires que l'objectif est de déboucher à une réforme à horizon 2020. Cet horizon 2020 nous semble bien loin pour un système qui est quand même assez défaillant et qui en particulier aboutit, en ce qui concerne les pensions des femmes, à quelque chose d'assez injuste et inexplicable. Dans l'hypothèse d'un couple, enfin de 2 parents ayant eu et élevé 3 enfants, les 2 parents, les 2 retraités, bénéficient d'une majoration de 10%. Bien entendu, puisque c'est proportionnel, plus la pension est élevée, plus la majoration est élevée. Or, on peut quand même considérer que dans les cas où la mère n'a pas bénéficié d'une retraite à taux plein parce qu'elle n'a pas une carrière complète, sa majoration pour avoir élevé les 3 enfants est inférieure à celle du père. Or, on peut admettre que si sa pension est inférieure parce qu'elle a eu une carrière assurée, c'est justement parce qu'elle s'est arrêtée, parce qu'elle a eu des cessations d'activité qui sont liées à son activité, à l'éducation des enfants. Et oui, je ne vais pas dire activité de mère pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, au fait qu'elle a interrompu son activité professionnelle pour élever les enfants. Et il est quand même très choquant que dans ce cas-là, celui qui bénéficie de la plus grosse majoration pour avoir élevé les 3 enfants, c'est le père. Et je me demandais si à budget absolument constant, on ne pourrait pas imaginer que dans l'hypothèse où la mère n'a pas pu conduire une carrière professionnelle complète, la totalité de la majoration lui soit versée, c'est-à-dire qu'elle cumule les 2 majorations, ce qui rééquilibrerait quand même l'inégalité de retraite et l'inégalité de carrière. Voilà, je vous demanderai pas, Madame la Ministre, une réponse sur le champ, mais je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler parce que c'est une proposition qui se fait à budget absolument constant et qui permettrait d'agir en attendant 2020 qui me paraît bien loin. Ça, c'est la première remarque. La deuxième concerne la majoration de durée d'assurance. Ma question est
est plutôt là sur la façon dont les parents sont informés. Dans le système nouveau, pour les enfants nés après 2004, les parents de 4 trimestres sont accordés à la mère et 4 trimestres sont au choix entre les 2 parents. Les parents doivent indiquer avant que l'enfant ait atteint l'âge de 4 ans à qui sont attribués la deuxième partie des 8 trimestres. Et je voudrais savoir comment les parents sont informés de ça, parce que j'ai eu l'impression que je suis pas sûre que l'information sur cette rapidité de choix leur soit faite. De même qu'on peut se poser la question en matière d'information sur est-ce que lorsque les femmes travaillent à temps partiel, les interruptions de carrière et les conséquences en matière de retraite que ça engendre sont bien indiquées par les employeurs. Est-ce qu'on leur donne la possibilité, au moment où elles prennent des emplois à temps partiel, de bien faire le lien entre le temps partiel et la retraite partielle et la pension partielle? Et là, on peut s'interroger aussi sur l'information qui devrait être faite par les directions des ressources humaines à l'égard des salariés. Et ça fait ma transition vers mon 3e sujet, qui est celui de la pénibilité. Je sais que le décret qui définit le 41-21-5 du Code du travail, qui liste les critères de pénibilité, est le résultat d'une discussion des partenaires sociaux, mais lui-même est adossé sur un article du Code 41-21-3-1 qui donne le cadre législatif qui permet ensuite la négociation et le décret. En relisant tout ça, je me suis quand même fait la réflexion que il y a des spécificités de la pénibilité des emplois des femmes qui ne sont pas prises en compte par les partenaires sociaux, qu'ils me pardonnent ce que je vais dire, mais les partenaires sociaux n'étant pas toujours les meilleurs exemples de la parité dans leur délégation, dans leur réflexion et dans leur prise en compte de la dimension spécifique du travail des femmes, on ne peut pas considérer qu'a priori, ils ont forcément fait le tour de tous les problèmes qui concernent le travail des femmes. Et on pourrait, à l'occasion de ce projet de loi, préciser quand même, puisque je vois que le travail de nuit, le travail en équipe successive alternante et le travail répétitif sont définis comme étant des critères de pénibilité. Il y a un autre type de travail qui, alors celui-là, concerne essentiellement les femmes, qui est le temps partiel, qui laisse des plages horaires, des plages vacantes du double du temps de travail effectué. Et ce critère, c'est un critère de pénibilité réel, objectif, parce qu'il induit des vies explosées, des temps de trajet multiples. Et je suggérerais qu'à l'occasion de la projet de loi sur les retraites, on prenne en compte la spécificité de la pénibilité du travail à temps partiel contraint, parce que celui-là est toujours contraint, des femmes, et que nous puissions avancer dans la visibilité de ce qui est invisible, c'est-à-dire la spécificité des inégalités professionnelles dont les femmes sont l'objet. Voilà les quelques sujets. Merci, mesdames les rapporteurs. Je redonne la parole à madame la ministre. Bien, lorsque je le peux, aux questions qui ont été posées. Alors, Christiane de Montes m'a interrogée sur l'article 33 bis qui résulte d'un amendement du gouvernement. Quelle est la situation et pourquoi est-ce que nous avons présenté cet amendement donc concernant la redéfinition des règles d'affiliation, soit à Agirc Arrco d'un côté, soit à l'IRCANTEC de l'autre. Parce qu'il y avait un débat et une incertitude juridique sur l'état du droit, incertitude qui était reconnue par les 2 régimes. Nous avions donc, il y a maintenant déjà plusieurs mois, saisi le Conseil d'État d'un avis et on lui avait demandé de faire des recommandations juridiques. Le Conseil d'État a rendu cet avis et a considéré qu'il fallait que l'affiliation se fasse selon la nature juridique
du contrat et non pas en fonction du secteur dans lequel avait lieu l'activité, pas la nature de l'employeur. C'est d'ailleurs un principe qui nous a aussi guidés dans la définition du champ d'application du compte pénibilité. C'est exactement le même principe, pour les mêmes raisons et selon les mêmes recommandations juridiques du même Conseil d'État. Donc l'article 30, qui est devenu l'article 33 bis, nous a permis de clarifier cette situation et évidemment organise une période de transition. C'est-à-dire que les affiliés actuels, les affiliés actuels ne sont pas concernés. Pendant la période de transition, les employés vont continuer à cotiser au régime auquel ils cotisent aujourd'hui. Et après la transition, il y aura un mécanisme de réaffectation automatique. C'est-à-dire que ce n'est pas les assurés qui vont avoir à changer leur affiliation. Ils vont être redirigés là où ils doivent être. Sur la question de la majoration de durée d'assurance pour les aidants qui ont eu un enfant devenu adulte handicapé, concrètement. Oui, il y aura cumul possible. Aujourd'hui, la majoration de durée d'assurance existe déjà pour les enfants handicapés. La loi, le projet de loi que nous présentons le prévoit pour les adultes et il sera possible d'avoir un cumul. La troisième question portait sur les petites pensions. C'est un débat difficile. Nous avons fait le choix du minimum vieillesse. Donc, les pensions qui correspondent au minimum vieillesse ne sont pas concernées par le report de la revalorisation, c'est-à-dire 787 € par mois, qui pour quelqu'un qui est locataire aboutit à un revenu de l'ordre d'un peu plus de 1 000 €, puisque à ces 787 € s'ajoutent des allocations de logement de l'ordre de 250 € par mois. Alors pouvait-on avoir un autre critère qui aurait permis de prendre en compte un seuil de revenu plus élevé? La réponse est... Disons que les obstacles sont très nombreux. D'abord, il faut un critère qui soit identifié juridiquement. Ensuite, il y a des obstacles juridiques à choisir, par exemple, le critère du paiement ou non de la CSG ou du taux de paiement de la CSG. Là, nous avons des avis juridiques qui montrent que si on disait, par exemple, les gens qui ont tel taux de CSG ont un report et les autres n'en ont pas, on est probablement dans une situation d'inconstitutionnalité parce que la CSG est un critère qui prend en compte les revenus du couple pour la fiscalité, alors que la retraite prend en compte la carrière professionnelle et surtout, oui, c'est surtout que c'est la conception même de notre système de retraite, c'est que c'est en fonction des droits accumulés par la vie professionnelle, c'est un système contributif. Et donc, c'est en fonction de ces droits accumulés qu'on calcule la pension. Donc, on ne pourrait pas faire varier des règles relatives à la pension en fonction de critères qui n'ont strictement rien à voir avec la vie professionnelle du salarié. Et au-delà de cela, il y a des critères, il y a des difficultés matérielles très simples. Enfin, très simples, non. Si quelqu'un a une retraite du régime général de 900 €, par exemple, eh bien, on ne sait pas si ces 900 € sont pour solde de tout compte ou si ce sont 900 € auxquels il faut ajouter un bout de pension de la fonction publique, un bout de pension d'un autre régime. C'est-à-dire que nous ne savons que ce que verse le régime général. Et donc, il peut verser 900 € à 3 personnes différentes. Donc, nous allons voir 900 €. Et à l'arrivée, ces 3 personnes différentes se trouveront dans des situations très différentes parce que pour l'une, ces 900 € constitueront la seule pension qui lui est versée. Pour l'autre, il faudra y ajouter une retraite complémentaire classique. Et pour le troisième, ça n'est que un morceau de retraite auquel viennent s'ajouter des retraites issues de travail, de périodes de travail dans d'autres régimes. Donc, voilà la réponse que je voulais apporter. Pour ce qui est du GIP,
Info Retraite. Le travail effectué par ce GIP est de très bonne qualité, je le dis. C'est un travail reconnu par tous, donc il ne s'agit pas du tout de le contester. La mise en place d'un nouveau GIP marque une étape supplémentaire. Il va absorber le GIP Info Retraite d'ici juillet 2014. Jusqu'à cette date, il y aura la préfiguration d'un nouveau GIP qui va englober les missions actuelles du GIP Info Retraite. Et donc, on va mettre en place une mission de préfiguration qui va permettre de basculer d'un système à l'autre. On l'espère sans difficulté, mais il n'y a pas de raison qu'il y en ait, puisque au fond, on a le GIP Info Retraite et on construit quelque chose de plus large autour. Il ne s'agit pas du tout de substituer un système à un autre, de supprimer ce que fait aujourd'hui le GIP Info Retraite. Pour ce qui est des droits familiaux, nous avons cherché, oui, de la question de Laurence Rossignol, nous sommes partis de l'analyse qui est qu'aujourd'hui, 70% des sommes affectées ou versées aux retraités au titre des droits familiaux le sont à des hommes. Pourquoi? Parce qu'une partie significative de ces sommes, enfin disons pour ce qui est des versements monétaires, c'est proportionnel à la pension. Donc puisque statistiquement les hommes ont des salaires plus importants que les femmes, donc ils ont des retraites plus importantes que les femmes, donc ils ont une majoration de pension plus importante que les femmes. C'est purement arithmétique. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il y a plus d'hommes qui touchent, mais que comme on verse 10% de plus par rapport à la retraite qui est versée, comme la retraite est plus importante, 10% de quelque chose qui est plus important, 10% de 1500, c'est plus que 10% de 750. Bon. Donc nous nous sommes interrogés sur la façon de réorienter ces aides, soit en direction des seules femmes, c'était d'ailleurs une des préconisations envisagées par le rapport Moreau, soit en direction des hommes et des femmes sur une base forfaitaire. Nous n'avons pas abouti à un point qui nous paraisse satisfaisant. Et c'est pour cela que nous avons envisagé ou prévu qu'un rapport devrait être remis dans les mois qui viennent, dans 6 mois, pour une entrée en application 2020. Alors 2020, c'est par souci de cohérence par rapport à la date à laquelle va entrer en vigueur l'allongement de la durée de cotisation, tout simplement avec l'idée que quelqu'un qui part à la retraite dans 3-4 ans, il a commencé à se dire je vais avoir une majoration de pension pour 3 enfants de temps, et donc ça fait partie de ses projets de départ en retraite. Quelqu'un qui a une retraite de 2000 €, il sait qu'il va avoir 200 de plus. Si tout d'un coup on lui dit c'est pas 200 de plus, mais c'est X, par exemple 15 € par enfant, ça fait une certaine différence. Donc ça, c'est l'explication de la date. La deuxième chose, j'attire l'attention sur le fait que tout dispositif qui s'adresse spécifiquement aux femmes doit évidemment être très consolidé sur le plan juridique, puisque le droit européen ne nous permet pas de faire de différence entre les hommes et les femmes. C'est ce qui s'est passé pour la MDA. Le troisième point, c'est que si on ne fait pas uniquement, si on ne flèche pas les aides ou la revalorisation plutôt de la pension uniquement en direction des femmes, à somme constante, on aboutit à des sommes qui sont relativement faibles et donc qui peuvent être de l'ordre de 15 € par enfant. Donc, voilà, et à condition de le faire pour tous les enfants. Hein. L'idée, c'est de redistribuer. Aujourd'hui, les aides, elles vont, enfin, la majoration, parce que c'est pas une aide, la majoration, elle va aux parents de 3 enfants. Donc ce sur quoi nous avons travaillé, c'est réorienter ces majorations pour les parents dès le premier enfant. Si on fait une majoration forfaitaire uniquement pour les familles nombreuses, évidemment on a une aide plus importante, mais l'idée c'était de pouvoir toucher aussi des femmes qui ont eu 1 ou 2 enfants. Donc c'est autour de ces réflexions-là que nous devons travailler et avancer. Pour ce qui est des critères de pénibilité, l'intégration des critères de pénibilité spécifiquement liés au travail à temps partiel ou à des activités féminines, il a été prévu par l'Assemblée nationale un rapport sur l'actualisation des critères et il a été convenu que ce rapport devrait faire ou devrait se concentrer de manière plus particulière sur la pénibilité des femmes et des facteurs qui sont aujourd'hui
mal prises en compte. Enfin, pour ce qui est de l'information des parents sur le partage de la MDA, il n'y a pas de réponse à ce jour, puisque la situation ne se présentera pas avant fin 2014, puisque le choix étant fait à la fin de la 4e année, la réforme étant faite en 2010, il n'y a pas de choix à effectuer, enfin, il n'y a pas eu encore de choix à effectuer. Donc aucun parent n'a été en situation d'être informé, et il appartiendra aux différents régimes de retraite d'informer les parents selon des modalités qui restent à déterminer avant la fin de l'année 2014. Mais encore une fois, aucun parent aujourd'hui n'a été lésé, puisque aucun parent n'est vraiment mis en situation de faire ce choix. Très bien, merci pour cette première série de réponses. Je vais donc donner la parole à l'ensemble des sénatrices et sénateurs. Et j'ai déjà Renan Kerdraon, et ensuite Dominique Vatrin, ensuite Gisèle Prince. Pour le... Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Je crois que je vais essayer d'être très concis dans ce que je vais dire. Je crois que nous partageons tous, en tout cas ici, une conviction, c'était que cette réforme était particulièrement nécessaire du fait de l'échec de la réforme précédente de 2010, laquelle n'avait pas répondu au triple défi que vous avez évoqué tout à l'heure. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion pour saluer effectivement le courage du gouvernement pour définir enfin une réforme soutenable et durable. Alors, j'ai entendu également les réponses que vous avez apportées aux différents rapporteurs, qui vont effectivement aussi dans le sens de ce que je viens de déclarer. Mais je voudrais vous interroger sur deux éléments. Le premier, c'est l'allocation équivalent retraite. Avec Martial Bourquin et Alain Néry, nous avions rencontré en fin d'année dernière le cabinet du Premier ministre sur le rétablissement de cette allocation équivalent retraite. Le Premier ministre avait annoncé au mois de janvier qu'il y avait un rétablissement partiel de cette allocation équivalent retraite, ce qui est très satisfaisant et une vraie avancée, sous forme d'une allocation transitoire, si je ne m'abuse. Or, il apparaît que certains bénéficiaires potentiels des générations 52-53 qui remplissent les critères ne peuvent pas avoir accès à cette allocation de transition. Donc, qu'est-ce que le gouvernement peut faire éventuellement pour faire en sorte que les choses évoluent de manière positive? Ensuite, je voudrais vous interroger sur également les critères de prise en compte des stages des étudiants. Là encore, c'est une excellente décision, mais est-ce que vous pourriez expliciter davantage ces critères? Et j'ai juste un regret à formuler, c'est effectivement qu'on n'ait pas pu trouver des arguments juridiques pour rehausser le niveau et le seuil de prise en compte pour les pensions et les petites pensions. Ça, c'est un regret personnel que j'ai. Voilà. Merci, Monsieur Vatrin. Oui, enfin moi j'exprimerai peut-être un autre son de cloche, mais bon, on est là aussi pour émettre des avis différents quand c'est nécessaire. Moi je me suis dit, si on n'arrive pas à la même conclusion, Madame la Ministre, c'est peut-être tout simplement parce qu'on ne part pas du même postulat de départ. Et effectivement, je me dis, si le point de départ c'est de dire que 2/3 des gains de l'espérance de vie doivent aller au travail et 1/3 seulement à la retraite, c'est certain qu'on aboutit à une augmentation de la durée des cotisations et, suite aux réformes précédentes et qui se cumulent, un âge effectif de retraite qui nous est ici programmé pour les générations actuelles à 66 ans. Et je crois que vous n'avez pas démenti cette information. Je crois que pour beaucoup d'assurés sociaux, tout simplement, ils partiront avant, parce qu'ils seront évincés du monde du travail, mais avec des effets de décote et donc des pensions amoindries. Ce sera la première conséquence concrète. Alors moi, je veux simplement attirer votre attention, parce que si l'espérance de vie, si c'est bien ça le postulat de départ, a augmenté, c'est vrai, dans les dernières années, rien ne dit que l'espérance de vie va continuer à augmenter à l'avenir. D'ailleurs, ce que l'on se rend compte, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, depuis la crise de 2008-2009, a commencé à régresser. Donc la vraie question quant au fond et qui nous oppose en quelque sorte, c'est
quel projet de vie pour les plus de 60 ans. Et je crois qu'il faut quand même rappeler de temps en temps que la retraite peut être un nouveau départ dans la vie, libéré de la charge de travail et utile à la société, puisqu'on a toujours l'impression qu'on présente les retraités comme étant une charge pour la société. Je crois qu'il faut faire attention à ça. Et puis bien sûr, vous mettez dans vos propositions l'accent sur le déficit financier des régimes, c'est un fait, mais je ne partage pas le fait de mettre en lumière surtout le ratio actif par rapport aux retraités. Parce que c'est quand même oublier les gains de productivité immenses qui ont été effectués. Donc, si vous voulez, l'actif aujourd'hui ne produit pas du tout la même chose qu'il y a 20 ans ou 30 ans ou encore plus il y a 40 ans. Et je crois que ça pose la question du manque de cotisants. Et il faut quand même à chaque fois rappeler que 100 000 emplois, c'est 1,3 milliard d'euros de plus dans les caisses de retraite. Et enfin, je pense qu'il faut aussi régler le problème de la répartition des richesses, mais nous aurons ce débat en séance. Alors, pour aller vite, s'il y a effectivement quelques avancées, et je crois que beaucoup ont plus appuyé sur ces avancées qui existent dans ce texte, je crois qu'elles ne modifient pas les lignes fondamentales du projet. Et ce que vous appelez les mesures de consolidation, mais je crois qu'il faut aussi sentir cette grande déception qui existe aujourd'hui chez les jeunes, d'ailleurs, qui se sont mobilisés, qui interpellent. Et je voulais savoir, notamment par rapport aux années d'études, bon, les stages, il y a une avancée importante, mais sur les études, le fait de proposer aux personnes de racheter les études, ça n'est pas satisfaisant, et c'est quand même quelque chose qui devrait nous interpeller. Je voudrais savoir si vous avez des réponses par rapport à ça. Merci. Gisèle Prince. Moi, j'aurais une petite question d'ordre pratique. Alors, j'aimerais savoir si l'état de grossesse est pris en compte pour la pénibilité. Voilà, c'est tout. Très bien. Claire-Lise Campion. Oui, Madame la Ministre, je voudrais consacrer mes propos aux personnes en situation de handicap et à leurs proches. S'il vous plaît, mes chers collègues, Claire-Lise Campion a la parole et elle peut la voir toute seule, ce serait bien. Merci Madame la Présidente. Je disais que je voulais consacrer mes quelques propos à ce qui concerne les personnes en situation de handicap et leurs proches, en relevant tout d'abord les mesures très positives qui nous sont proposées vis-à-vis des aidants, de ceux qui consacrent et qui décident de consacrer leur temps et une partie de leur vie à leurs proches en situation de handicap, qu'ils soient les enfants que nous avons évoqués tout à l'heure ou les adultes de la famille, et ces mesures qui permettent de mieux compenser les interruptions de carrière qui les concernent. Je voudrais également évoquer la question du bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés pour saluer les améliorations qui sont apportées par l'article 23 du projet de loi que vous nous proposez, Madame la Ministre, remplaçant les deux critères qui existent, que sont le taux d'incapacité à 80% ou la fameuse RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, par le critère d'un taux d'incapacité à 50%, et en même temps saluer aussi l'amendement tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, retardant la suppression du critère RQTH au 31 décembre 2015, ceci afin de ne pas pénaliser les personnes qui ont fait les démarches déjà nécessaires pour prendre leur retraite et qui, de ce fait, se seraient retrouvées lésées au moment de partir. Et avec également deux questions. Qu'en est-il des travailleurs qui n'ont pas demandé l'attribution d'un taux d'incapacité en temps utile et qui, de ce fait, ne sont pas en capacité de prouver un taux d'incapacité à 50%.
Est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments de réponse et notamment peut-être une ouverture vers d'autres modes de preuve de ce taux d'incapacité à 50%? Et une autre question attirant votre attention sur la condition de durée de cotisation en tant que travailleur handicapé qui parfois peut pénaliser des personnes soit qui souffrent d'un handicap lourd qui apparaît tardivement dans leur vie ou d'un handicap qui se dégrade et qui s'amplifie en lien avec l'avancée en âge et qui ne peuvent donc bénéficier d'une retraite anticipée du fait de ne pas entrer dans les conditions de durée de cotisation. Il me semble que sur ce point, il serait nécessaire qu'il soit pris en compte et que nous puissions apporter des réponses à ces situations qui ne sont pas comprises. J'ai encore rencontré cet après-midi une personne non-voyante qui a été touchée par la cécité à l'âge de 40 ans et qui me disait ne pas pouvoir faire valoir les droits à cotisation qu'il a pu accumuler avant d'être touché par le handicap et en parallèle de ne pas être en capacité d'apporter un taux d'incapacité à 50% sur la durée en question. Voilà, à titre d'exemple très précis. Merci Madame la Ministre. Merci Madame Campion. Je n'ai plus d'autres inscrits, donc je vais redonner la parole à Madame la Ministre. Bien. Là encore, des questions de nature assez différentes. Le problème que Renan Cadraon a évoqué sur l'ATS et les difficultés qui semblent exister pour certaines générations ont amené à l'Assemblée nationale le vote d'un rapport qui sera remis dans les 3 mois, donc dans un délai très rapproché, pour 3 mois après la promulgation de la loi, qui doit nous permettre d'identifier le nombre de personnes concernées, les raisons pour lesquelles l'ATS ne leur est pas versée, et sur la base de ce rapport, des décisions utiles, enfin les décisions utiles seront prises. Pour ce qui est des observations, parce que ce n'était pas vraiment une question de Dominique Vatrin, oui, nous avons une approche différente. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que nous ne pensons pas que l'intégralité du temps de vie gagné puisse être aujourd'hui, je ne porte pas de jugement de valeur mais puisse être intégralement dédié à la retraite. Je veux signaler que compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, un jeune qui aujourd'hui a 25 ans et qui fera ses 43 annuités, en admettant qu'il ait 43 annuités à faire, je vais revenir sur ce point, vivra 2 ans de plus à la retraite que celui qui part à la retraite l'année prochaine. C'est-à-dire que, malgré, si j'ose dire, l'allongement de la durée de cotisation, l'allongement d'espérance de vie est tel qu'il pourra vivre plus longtemps en période de non-travail que son grand-père, disons, ou sa grand-mère, pour faire vite. Oui, mais avec l'allongement de la durée de cotisation. Donc, on ne peut pas dire que l'allongement de la durée vienne absorber tout le temps de vie gagné. L'espérance de vie, elle est à peu près bien identifiée. Si dans 10 ans, dans 20 ans, on s'aperçoit que l'allongement de l'espérance de vie n'est plus en rendez-vous, nos successeurs aviseront. Mais aujourd'hui, elle est quand même très considérable. Elle représente à 60 ans, 1 an tous les 10 ans, à la naissance, 2 ans et demi pour une période de 10 ans. Et pour ce qui est de l'espérance de vie en bonne santé, il y a des études extrêmement diverses, ce n'est pas moi qui le dis. Je fais référence à un auteur qui est en général bien considéré par l'ensemble de ceux qui s'intéressent à ces questions, Serge Volkoff. Serge Volkoff dit l'espérance de vie en bonne santé, en gros, elle se stabilise parce qu'on a des études, elle ne se dégrade pas, elle ne s'est pas forcément améliorée. On a des études qui montrent que, en réalité, ça dépend des métiers, ça dépend des situations, ça dépend de l'âge, et donc lui parle de relative stabilisation.
Dire que nous pourrions régler le problème en prenant en compte la productivité du travail n'est pas juste. Je me permets de vous rappeler que dans les hypothèses qui figurent dans notre loi, il y a là une hypothèse de productivité. C'est-à-dire que nous prenons évidemment en compte la question de la productivité, mais cette productivité ne permet pas de compenser la dégradation du ratio démographique tel qu'il existe aujourd'hui, de même que nous prenons en compte des hypothèses sur le marché du travail, sur le chômage, et c'est dans ce cadre-là et en fonction de ces hypothèses-là que nous faisons nos propositions. Si vous prenez des hypothèses où le taux de chômage est encore plus bas, et pourtant nous avons des hypothèses plutôt volontaristes, vous pouvez vous dire, si le chômage est encore plus bas, eh bien, on aura moins de chemin à parcourir. Mais c'est donc dans un cadre d'hypothèses économiques qui sont tout à fait formulées et tout à fait identifiées dans le projet de loi. C'est cette histoire de 66 ans, je vois très bien d'où elle vient, et ce n'est pas en répétant à l'Assemblée et ici que j'ai validé le fait qu'on allait partir à 66 ans que ça devient une vérité. Je n'ai jamais dit cela et ça n'est pas une vérité. La vérité, et la seule vérité, c'est que la règle de référence, c'est 43 annuités de cotisation. Que cette durée de cotisation, elle sera modulée en fonction des parcours professionnels et des parcours de vie. Donc il y a des gens qui vont avoir des conditions de travail satisfaisantes qui vont faire 43 annuités. Parmi les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ou qui sont sur le marché du travail, oui, il y en a qui vont travailler 43 ans. C'est vrai. Et il y en a qui ne travailleront pas 43 ans parce que la pénibilité, ça va permettre à des gens de partir jusqu'à 2 ans plus tôt. Ça va permettre à des femmes, en moyenne, la mesure sur le temps partiel, hein, sur le travail, sur l'abaissement du plafond du nombre d'heures SMIC, ça a l'air très théorique. Ça va en moyenne permettre à combien ça 15% des assurés 15% des assurés de gagner en moyenne 5 trimestres de validation. Donc ce n'est pas un petit truc. La prise en compte du travail à temps partiel, c'est une mesure très significative. Et donc ce que nous disons, c'est que quelqu'un, vous pouvez dire 66 ans en disant s'il commence à travailler à 23 ans, moi je vais vous dire s'il commence à travailler à 18, ça fait 61 et comme il aura les carrières longues, il pourra. Bon, on peut toujours faire toutes les hypothèses voulues, mais un peu de bonne foi ne nuit pas. Alors, par ailleurs, pour ce qui est des questions de Gisèle Prince, non, la grossesse n'est pas une pénibilité. La pénibilité, les critères de pénibilité, ce sont des critères extérieurs auxquels on est exposé. Et la grossesse est une période particulière de la vie qui peut amener d'ailleurs à demander des aménagements dans la vie professionnelle. Hein. C'est vrai que c'est une réalité, mais ça ne fait pas partie des 10 critères qui sont extérieurs et qui ont été identifiés. Pour ce qui est du handicap, un rapport, donc les questions de Claire-Lise Campion qui sont assez précises, il y a un rapport qui est prévu sur le lien entre handicap et travail qui traitera des questions justement liées, en particulier liées à la survenance d'un handicap en cours de carrière professionnelle, parce que c'est un des sujets qui a été tout à fait identifié. Et pour ce qui est du taux d'incapacité à 50%, ça fait partie, la façon dont on pourra démontrer qu'on est concerné, ça va être déterminé dans le décret d'application qui sera pris en application de l'article de loi. Donc des discussions, des concertations vont avoir lieu pour qu'on puisse se mettre d'accord sur la bonne manière de montrer qu'on a été confronté à un taux d'incapacité de 50%. Merci Madame la Ministre. Il me semble que Ronan Cardran avait posé une question sur les stages étudiants. Ah oui, pardon. Voilà. Alors, les stages, pardon. Les stages, l'idée c'était quoi?
c'est de dire pas de banalisation des périodes de stage. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas accepter de traiter les périodes de stage comme une période de travail normale, entre guillemets. Ce qui nous a amené à écarter l'idée de la cotisation sur l'indemnité de stage perçue, 436 €. Deuxièmement, deuxième principe, nous avons considéré qu'on ne pouvait pas, ça me permet d'ailleurs de répondre à la question des études qui avait aussi été posée par Dominique Vatrin, pas de validation gratuite. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une validation gratuite alors qu'au même âge, il y a des jeunes qui sont déjà en activité professionnelle et qui cotisent pour leur retraite. Donc, nous sommes arrivés à l'idée d'une contribution pour 2 trimestres de stage, à prendre sur les 4 trimestres d'études supérieures éventuellement aidées, ce qui veut dire qu'il y a 4 trimestres au total d'études, au titre des études, qui peuvent bénéficier d'une aide. Ce n'est pas un rachat sur les stages. Alors, parce qu'un stage, au fond, on ne demande pas à avoir le diplôme. On a fait un stage, d'accord ? On a fait un stage, on est en première année, en deuxième année, ou là, on fait un stage qui donne lieu à gratification, donc 2 mois au moins. On dit qu'on a envie de contribuer, on contribue dans une période donnée, on voit la CNAV et on verse 12,50 € par mois ou 25 € par mois sur 1 an ou sur 2 ans. Et on a un trimestre validé, 2 trimestres peuvent être validés comme cela. Pour ce qui est du rachat, il y a 4 trimestres possibles. Ça peut donner des gens qui peuvent racheter 4 trimestres. Certains peuvent se dire, j'ai fait des stages, donc je prends 2 trimestres de stage. Et puis d'autres peuvent se dire, je prends 2 trimestres de stage et 2 trimestres au titre des études. D'accord ? C'est 4 trimestres au total avec un mécanisme d'aide qui n'est pas de même nature. Pour ce qui est des périodes d'études, en gros, nous prenons en considération le fait que les études contribuent à la formation, mais là encore, nous ne pouvons pas admettre l'idée d'une validation gratuite. Et donc, nous avons mis en place un système d'aide. En gros, un jeune qui a 25 ans, ou qui a 23 ans, puisque vous aimez l'âge de 23 ans, un jeune de 23 ans qui a une rémunération de 1 250 € dans son travail, mais ces 1 250, ça peut être le SMIC, un peu ou 1 500, bon. Aujourd'hui, s'il veut racheter, ça lui coûte 1 650 € de mémoire, et avec l'aide de 1 000 €, ça ne coûte plus que 650 €. Donc il a un trimestre validé pour 650 €, ce qui n'est quand même pas inintéressant. Voilà. Merci pour ces précisions. Je crois que l'ensemble des questions a été abordé sur la retraite. Laurence Rossignol n'est pas... Si, c'est bon ? C'était sur quoi, Laurence, que vous vouliez d'autres précisions ? Non. Il faudra qu'on revienne sur cette affaire de 10% de majoration en faveur des pères. Des pères ? Oui, parce que... C'est pas en faveur des pères. Hein. Sur 10% de majoration en faveur des parents, y compris les pères. Et j'ai bien entendu les réponses qui avaient été faites, mais juste, on a un peu de temps, parce que vous attendez les ministres délégués, j'imagine. Non, tu t'en vas. Mais si on prend un couple dans lequel le père a une pension égale à la moyenne des pensions pour hommes, c'est-à-dire 1 600 €, il a 160 € de majoration. La mère a la moyenne des pensions des femmes, 932 €, ce qui lui fait 93 €, on se fait grâce des 20 centimes. Le total des majorations perçues par la famille est de 253 €. Okay. Il serait quand même beaucoup plus juste, et ça ne changerait rien en termes d'équilibre des régimes de retraite, que ces 253 € soient versés à la mère. Ce qui a quelque intérêt, et oui, et soient versés à la mère dans la mesure, à condition qu'elle n'ait pas une pension à taux plein. À condition qu'elle n'ait pas une pension à taux plein. C'est la condition. S'ils ont tous les deux des pensions à taux plein, il n'y a pas à discuter. Mais que ça soit versé à la mère, d'autant plus que quand les couples vivent ensemble et font budget commun, c'est parfait si on peut dire,
Mais d'abord, il y a des couples qui vivent ensemble mais qui ne font pas budget commun, et il y a des tas de couples, de plus en plus de couples qui ne vivent pas ensemble. Et voilà. Il y a même des couples qui se séparent. Oui, c'est ce qu'ils ne vivent pas ensemble, pour entre autres parce qu'ils sont séparés. Et il serait quand même nettement plus juste d'attribuer cette majoration totalement à la mère. Et je me demande si on... Et j'entends bien l'argument qui a été employé par la ministre, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence avec 2020, mais c'est des sujets qui sont totalement indépendants les uns des autres. Entre ce qui se passera en 2020 et cette affaire-là, il y a une indépendance totale. Et pourquoi attendre pour réparer les injustices? Je reviens sur ce point qui est important. Pourquoi attendre 2020? Aujourd'hui, un homme ou une femme qui a eu 3 enfants, qui part à la retraite en 2016 ou en 2018, peu importe, il demande quel va être son niveau de retraite, son niveau de pension, il s'adresse à sa caisse de retraite, et on lui dit « Madame, monsieur, votre retraite, elle est de temps. Vous avez combien d'enfants? Vous avez 3 enfants. Vous aurez une majoration de 10%. Donc, votre retraite complète sera de temps. Si, aujourd'hui, on dit qu'entre en vigueur un mécanisme tout de suite différent, des gens qui ont prévu, qui vont partir à la retraite dans quelques années avec un montant X, vont se retrouver avec X moins quelque chose potentiellement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous ne pouvons pas, j'insiste sur ce point-là, nous ne pouvons pas établir de critères différents entre les hommes et les femmes, sauf à les relier à la maternité. Donc dire ça va uniquement aux femmes si elles n'ont pas de carrière complète, il faudrait évidemment que ça veuille dire que la majoration va aux hommes en cas de carrière non complète. Mais à ce moment-là, si l'homme n'a pas de carrière complète et que la femme n'a pas de carrière complète, comment ça se passe? Je veux dire, les choses ne sont pas réglées pour autant. Et par ailleurs, j'ajoute que, y compris lorsqu'une femme a une carrière complète, elle peut avoir été pénalisée parce qu'elle a choisi un métier moins prenant, parce qu'elle a pu travailler à temps partiel, et le travail à temps partiel n'a rien à voir avec le fait d'avoir une carrière complète ou pas, pour pouvoir s'occuper des enfants, et donc elle se retrouverait pénalisée. Donc le critère de la carrière complète ne paraît pas être un critère qui réponde aux situations. Il y a un premier choix à faire qui est de savoir si les avantages familiaux doivent aller aux seules femmes ou aux hommes et aux femmes. Si on dit les seules femmes, à quelles conditions est-ce que c'est juridiquement possible? Deuxièmement, est-ce qu'on veut continuer à favoriser les familles de plus de 3 enfants, ou est-ce qu'on veut valoriser les enfants dès le premier? La réponse quand même qu'apportent la plupart des gens qui ont été consultés sur ce point-là, c'est que la solution résiderait dans une aide forfaitaire par enfant. À quel niveau est-ce que doit être située cette aide forfaitaire? Si on raisonne à enveloppe constante, puisque la position du gouvernement sur ce terrain-là a été de dire que la réforme des droits familiaux se faisait à enveloppe constante, c'est-à-dire que on ne venait pas modifier ni dans un sens ni dans l'autre les sommes qui vont à la majoration des pensions versées aujourd'hui aux retraités parents de plusieurs enfants. Merci. Alors, Catherine Procaccia, Gisèle Prince, rapidement. Très rapidement, simplement pour aller pour une fois dans le sens de la ministre, puisque sur les débats sur la majoration des enfants, quand il y a eu le texte et l'obligation, ce type de débat, on l'a eu, mais c'était juridiquement impossible. Et effectivement, la seule solution qui a été trouvée à l'époque par le ministre était de dire il y a 4 trimestres parce que pour cause de maternité, et les 4 autres trimestres, les parents se les répartiront. Et par contre, je reviens sur ce qui a été dit, on avait bien dans les débats prévu une information spécifique. Alors, elle n'est pas encore en place parce que, effectivement, c'est en 2014, mais on est quand même à la veille de 2014, et l'information spécifique, je suis sûr qu'on l'a prévue et qu'on a eu des amendements sur cette information spécifique, comme on a eu d'autres amendements pour que ça n'aille pas au père si c'était jamais occupé des enfants. Gisèle Prince. Donc, en cas de divorce, par exemple, c'est la femme qui aura si c'est elle qui a la garde des enfants, c'est elle qui aura la majoration de 10%. Oui.
La garde des enfants, normalement, il n'y a plus de garde, surtout pour une femme. Mais parce que pour un homme, c'est plus compliqué que ça. Mais pour une femme, statistiquement, quand elle part en retraite, elle n'a plus de garde d'enfants. L'homme divorcé a les 10%. Oui, non, mais oui, mais alors pourquoi mais la femme aussi, hein, la femme aussi. Attention, la majoration de pension aujourd'hui, elle est versée à chaque personne, homme ou femme, père et mère, de plus de 3 enfants. Donc dans un couple, comme si un couple a eu 3 enfants, s'il est ensemble, ben, le père et la mère auront une majoration de pension de 3 enfants. S'ils se séparent, par exemple, et que il y en a un qui reste avec 2 enfants et puis l'autre qui refait, voilà, et a un 3e enfant, ben là évidemment il y en a un qui a la majoration pour 3 enfants et l'autre qui ne l'a pas. Mais ben parce que tout simplement il y en a un qui a 2 enfants et l'autre qui en a 3. Mais voilà. Mais c'est pas quelque chose, il n'y a pas de choix. Hein, on ne demande pas de choisir. Le choix, il a lieu pour la durée d'assurance pour la MDA. Pas pareil. Pas pour la majoration. Très bien, je crois que voilà, on va en rester là peut-être sur la première partie de cette audition. Et est-ce que, Madame la Ministre, vous voulez quelques minutes ou est-ce qu'on enchaîne sur le PLFSS ? On enchaîne tout de suite. Très bien. Alors, on va dès à présent entendre Madame la Ministre sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je vous disais que 2 ministres donc nous rejoindront, Madame Bertinotti et Madame Delaunay. Et j'oubliais de vous préciser que Madame Carlotti ne pouvait être là cet après-midi. Nous la verrons la semaine prochaine. Nous devions voir avec elle sa présentation sur le comité interministériel du handicap. Donc, elle viendra nous présenter ce sujet la semaine prochaine et peut-être que nous pourrons aussi aborder avec elle le PLFSS. Donc je vous laisse la parole, Madame la Ministre. Très bien. Alors là encore, je vais essayer d'être rapide pour que nous puissions avoir des développements à partir de questions. Ça a montré que c'était finalement plus intéressant. Le premier point que je veux souligner, c'est que les comptes sociaux sont en situation d'amélioration et de rétablissement. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, le déficit de la sécurité sociale et du régime et du Fonds Solidarité Vieillesse était de 21 milliards d'euros. Nous l'avons ramené à 17 milliards et demi en 2012, 16 milliards en 2013 et nous visons 12 milliards 8 en 2014. Je veux rappeler que face à cela, nous avons entre 2002 et 2012 un déficit social cumulé, régime général et Fonds de solidarité vieillesse, de 160 milliards d'euros, ce qui est une situation qui évidemment pèse, parce que ce déficit cumulé, il fait partie de la dette sociale. La loi de financement le projet de loi de financement de la sécurité sociale doit donc nous amener à consolider cet effort, je l'ai dit, 12 milliards 8, ce qui se traduit par des politiques de fonds structurels. Politique structurelle en matière de retraite, sur laquelle je ne reviens pas, mais je n'ai pas besoin d'expliquer, enfin on y reviendra sans doute en séance, mais j'imagine qu'il est clair pour tout le monde que la loi retraite a un impact sur les comptes sociaux dès 2014 et que donc la branche vieillesse de la sécurité sociale s'améliorera grâce aux mesures que nous prenons dans le cadre de la loi retraite. Pour ce qui est de la branche famille, Dominique Bertinotti pourra apporter des éclairages plus précis ou en tout cas répondra à vos questions. Mais cette loi de financement ce projet de loi décidément de financement de la sécurité sociale va permettre la mise en place, la mise en œuvre des mesures qui ont été annoncées en juin dernier. L'abaissement du plafond du quotient familial ne figure pas dans le PLFSS mais dans le projet de loi de finances. En revanche, les mesures qui ont été prises
à la fois pour soutenir des familles modestes et pour financer des places de crèche, sont budgétés dans le cadre de ce PLFSS. Je vous rappelle que ont été annoncées la création de 275 000 places d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans, dont 100 000 places de crèche, et par ailleurs la modulation de la prestation d'accueil du jeune enfant, la revalorisation du complément familial pour les ménages modestes et l'uniformisation du montant du complément de libre choix d'activité. Donc nous avons là une branche famille qui va vers le rééquilibrage à partir des mesures qui ont fait l'objet de débats publics avant l'été, mais qui se concrétisent législativement parlant dans ce texte. Pour ce qui est de l'ONDAM médico-social, donc nous arrivons ensuite à la branche, disons à l'aspect santé au sens large, c'est-à-dire santé médico-sociale. Nous nous engageons dans le cadre d'une réforme volontariste. Je veux insister sur le fait que des économies importantes ont été réalisées en matière de santé l'année dernière. Nous avions prévu 2,5 milliards d'économies. Nous avons dépensé par ailleurs 500 millions de moins que ce qui avait été prévu, et ce, malgré un contexte sanitaire tendu en raison d'une grippe de forte intensité au début de l'année qui a pesé sur les comptes de l'assurance maladie. Nous étions l'année dernière à un objectif de dépenses en matière de santé de 2,7%. Nous inscrivons un objectif de dépenses de 2,4%, ce qui est extrêmement volontariste, 2,4% qui se décompose en 2,4% pour la médecine de ville, 2,3% pour l'hôpital, 3% pour le médico-social avec des aides complémentaires qui reviennent à 3,4%. Et puis, à la suite de la consultation de votre commission ainsi que la commission des affaires sociales de l'Assemblée, nous avons décidé de créer un nouveau sous-objectif, le fonds d'intervention régionale, qui doit permettre de répondre à des situations locales identifiées, en particulier en matière de santé publique, et qui, lui, aura une augmentation donc de 2,4%. Pour ce qui est donc du secteur médico-social, un effort sans précédent a été réalisé dès l'année dernière pour les personnes âgées et handicapées. Pour ce qui est des personnes handicapées, nous prévoyons dans le cadre de ces dépenses de financer la première annuité du plan autisme qui a été annoncé en avril dernier. Pour ce qui est des personnes âgées, 130 millions d'euros de crédits supplémentaires pour la médicalisation des EHPAD, des maisons de retraite, sont prévus. Et au-delà, vous le savez, le Premier ministre a annoncé qu'une loi d'orientation et de programmation pour adapter notre société au vieillissement de la population serait votée en 2014. Elle fera l'objet de concertations dès le mois de novembre qui vient avec les conseils généraux et les associations, en particulier d'établissements concernés. Cette loi d'orientation débouchera sur une politique en 2 temps. Le premier temps avec la mise en place de mesures dès le 1er janvier 2015 qui concerneront la prévention de la perte d'autonomie, l'adaptation et l'aménagement de l'environnement des personnes vieillissantes et l'amélioration de l'accompagnement des personnes perdant leur autonomie à domicile. Et la deuxième étape de la loi et du plan concernera l'amélioration de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie en établissement. Pour ce qui est de la santé au sens strict, un certain nombre de priorités sont affichées. J'ai eu l'occasion d'annoncer il y a quelques semaines une stratégie nationale de santé qui repose sur 3 piliers. La prévention, ce que j'ai appelé la révolution du premier recours, et la mise en place d'une nouvelle étape de démocratie sanitaire. Ces 3 piliers se retrouvent dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec la volonté de mieux valoriser
le travail des équipes de santé pluridisciplinaires, de reconnaître la place du médecin traitant. Très concrètement, cela se fait à travers des nouveaux modes de rémunération qui concerneront un nombre accru d'équipes. Dans le même temps, cette stratégie nationale de santé a pour ambition de mieux accompagner, de mieux prendre en charge les personnes vieillissantes et les personnes atteintes de maladies chroniques, c'est-à-dire des personnes qui souffrent souvent dans la durée ou de polypathologie. En gros, nous avons un système de santé qui est très performant pour ce qui est de la prise en charge des maladies aiguës. Nous devons faire en sorte de mieux l'adapter à la prise en charge de personnes qui vont être durablement malades. Très concrètement, nous vivons aujourd'hui avec des maladies dont on mourait il y a une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine d'années. Quelqu'un qui a le sida ne meurt plus du sida, il vit avec le sida, mais il doit évidemment être accompagné. Quelqu'un qui a un cancer peut vivre avec le cancer, des rémissions, la maladie, avec des années, le diabète, et puis les personnes âgées, à l'évidence, qui souffrent de polypathologie, sont directement concernés. Donc nous devons définir des financements qui permettent de prendre en compte ces parcours de soins en ville et à l'hôpital. Et à l'hôpital, ça nous amène à engager la réforme de la tarification à l'activité, qui ne nous paraît pas totalement adapté, dans 3 directions. D'une part, nous allons tenir mieux compte de la situation des établissements isolés pour le financement de des hôpitaux. D'autre part, nous allons expérimenter le financement par parcours à l'hôpital autour d'une pathologie qui est l'insuffisance rénale chronique. C'est une expérimentation pour voir comment nous pouvons faire. Et puis, 3e critère, celui du volume d'actes pour dissuader la course à l'activité qu'on a constatée dans certains établissements. Et donc, dans certaines circonstances, il y aura des tarifs dégressifs. Le 2e objectif, donc, mise en place de financement lié à une réorganisation de notre offre de soins autour de la valorisation de la médecine de premier recours et d'une meilleure adaptation de l'hôpital à la prise en charge des parcours de santé. 2e objectif, c'est la volonté de faire reculer les inégalités de santé à travers la généralisation de la complémentaire santé. 2 mesures importantes. D'une part, la simplification du recours à l'aide à la complémentaire santé à travers disons des mesures qui vont faciliter le recours à cette aide. Je pense en particulier aux étudiants isolés qui pourront accéder plus simplement à la CMUC et au lancement d'appels d'offres pour identifier de bons contrats de complémentaire santé pour les personnes qui peuvent bénéficier de l'aide à la complémentaire santé. Par ailleurs, au-delà de cette aide à la complémentaire santé, nous avons la volonté de mieux encadrer les contrats complémentaires à travers la définition de critères plus exigeants pour ce qu'on appelle les contrats responsables et solidaires, ce qui doit permettre de définir un niveau minimum de prise en charge complémentaire, par exemple à l'hôpital, ce qui n'est pas aujourd'hui obligatoire, et à l'inverse d'un niveau maximal de prise en charge pour éviter des dérives inflationnistes solvabilisées par les contrats complémentaires. En gros, si un contrat complémentaire rembourse les dépassements d'honoraires sans aucune limite, on ne voit pas pourquoi des médecins ne diraient pas à leurs patients, bah, écoutez, voilà, quel est votre complémentaire, combien il vous rembourse, et je solvabilise. Et on sait que c'est ce qui se passe, par exemple, pour les lunettes. C'est extrêmement clair. Le 3e axe de ce PLFSS santé, c'est une politique de santé publique et de régulation du médicament réaffirmée. En matière de santé publique, 2 thèmes qui sont des thèmes constants dans mon action, la lutte contre le tabagisme et la facilitation de l'accès à la contraception, en particulier pour les mineurs. Et puis pour ce qui est de la régulation du médicament, nous maintenons une politique d'encadrement et de régulation. Je veux rappeler que nous sommes un pays qui continue de consommer plus de médicaments que nos pays voisins.
Et donc, c'est dans cet esprit qu'il s'agit à la fois de poursuivre le développement des médicaments génériques, de faire baisser le prix des médicaments génériques, et puis d'encourager de nouveaux comportements de la part de nos concitoyens. Et c'est dans cet esprit-là que sera expérimentée la dispensation à l'unité des médicaments. C'est donc un PLFSS qui s'inscrit dans une politique de redressement assumé des comptes, qui ne sacrifie rien de notre pacte social, puisque je veux le redire, aucun des remboursements nouveaux, aucune franchise, aucune contribution de la part des assurés en matière de santé. Les économies résultent véritablement de réorientation ou de restructuration. C'est un PLFSS qui vient inscrire une refonte de nos politiques sociales, retraite, politique familiale, comme je les ai indiquées, et qui est mise en œuvre de la politique de santé autour de la stratégie nationale de santé et qui amorce, je l'ai dit avant l'arrivée de Michel Delaunay, la loi d'orientation, enfin qui envoie les signaux sur la loi d'orientation d'adaptation de la société au vieillissement. Et puis c'est un PLFSS qui vise évidemment à renforcer l'équité de notre système solidaire. Très bien, merci Madame la Ministre. Je salue donc l'arrivée de nos deux ministres, Madame Bertinotti et Madame Delaunay. J'avais annoncé votre venue, donc nous vous accueillons avec plaisir. Et je vais peut-être vous laisser la parole un instant avant de donner la parole au rapporteur pour des questions complémentaires. Donc Madame Delaunay, si vous voulez bien, et ensuite Madame Bertinotti. Le PLFSS, pardon, excusez-moi, sur le PLFSS dans le secteur médico-social en faveur des personnes âgées. Il y a eu là aussi des choix et des efforts qui sont tournés vers la consolidation des politiques engagées. Le taux de progression de l'ONDAM médico-social est de 3%. L'ONDAM général est, comme on vient de l'exprimer, étant de 2,4%. L'ONDAM médico-social contribue donc fortement à l'effort demandé à tous, dans la mesure où pourtant les besoins demeurent très dynamiques. C'est pour maintenir un niveau de dépenses suffisante qu'est réalisé un prélèvement sur les réserves de la CNSA qui sont mises à contribution à hauteur de 70 millions d'euros pour maintenir donc cette aide-âme. Au total, le niveau des dépenses autorisées pour le secteur personnes âgées en 2014 sera de 8,6 millions d'euros. Sur un ONDAM total de 17,6. Pour les établissements et services, cela va se traduire par un taux de reconduction des budgets en augmentation de 1%, alors qu'il est, c'est-à-dire 1,1% sur la masse salariale et 0,55% sur les prix. Ce taux de reconduction permet de maintenir et de couvrir les effets des GVT ou le financement des mesures catégorielles. En ce qui concerne la politique de médicalisation, il lui est consacré 140 millions d'euros, dont 10 pour la réouverture partielle du tarif global. Cette réouverture partielle permettra une solution d'urgence, enfin de compensation pour les établissements en convergence, pour certains établissements en convergence tarifaire. Vous le savez aussi, un rapport récent le démontre, que le tarif global permet en parallèle des économies sur la contribution de la sécurité sociale. Enfin, comme s'y était engagé le président de la République, le plan Alzheimer
est poursuivi et l'on évite